Le quorum de cette conférence est atteint. Soyez salués, où que vous soyez sur cette planète à cet instant. Vous êtes plus de 1100 personnes rassemblées sur Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés YouTube. Bientôt, vous atteindrez 1000 personnes sur l'Université libre de l'Afrique des libertés YouTube. Vous êtes bientôt 1000 personnes nominalement rassemblées sur TikTok, donc on va monter très rapidement vers 10 000, selon les calculs de l'algorithme. Vous êtes bientôt 500 personnes sur Facebook, Franklin Nyamsi, en ce vendredi 20 décembre 2024. En remerciant le Tout-Puissant de nous accorder, les miens et moi-même, son souffle, sa bénédiction et ses grâces. Je voudrais commencer par saluer toutes celles et ceux qui se sont mobilisés à nos côtés cette semaine, où nous affrontions la énième persécution du dictateur français Emmanuel Macron, autocrate aux abois qui court par monts et vaux à la recherche de toutes sortes de motifs pour sauver son régime illégitime. Oui, cette semaine en Normandie encore, le jeudi 19, à partir de 13 h, en compagnie du collectif d'avocats qui me fait l'honneur de m'accompagner dans le combat pour la vérité et la justice des Africains, nous avons entendu le délibéré du procès monté de toutes pièces contre nous par M. Emmanuel Macron, actuel et éphémère président de la République française. Depuis 2021, dans ce pays, la France, je suis persécuté par le régime du président Emmanuel Macron parce qu'il veut m'empêcher de participer à l'éveil du peuple africain contre l'exploitation néocolonialiste française, se traduisant par l'occupation du sol africain par des troupes coloniales, néocoloniales et impérialistes françaises, l'exploitation économique inique de l'Afrique par la monnaie néocoloniale française du franc CFA, le soutien aux pires dictatures africaines par l'élite politique de gouvernement français de la Ve République, depuis De Gaulle jusqu'à Macron, en passant par Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Sans exclusive, l'élite de droite et de gauche de la République française a participé à entretenir la France-Afrique. Une mafia qui, trompant le peuple français et trompant le peuple africain, exploite l'un et l'autre, l'un au détriment de l'autre, et s'impose à la tête de plusieurs pays africains et à la tête de la France en violant toutes les lois, par ailleurs proclamées vertueusement ça et là. La France-Afrique, dont François-Xavier Verschave a eu raison de dire, dans son fameux livre publié aux éditions Stock, qu'elle est le plus long scandale de la République française. Je suis persécuté depuis 2021 dans ce pays parce que j'ai été repéré par le locataire actuel du palais de l'Élysée comme étant l'un des acteurs de l'éveil africain. On m'accuse d'être de ceux-là qui, quand ils parlent, enseignent la liberté, la vérité, la justice, la solidarité aux Africains. Et parce que je prends le temps de m'adresser à l'intelligence des gens de ce temps, il a été convenu de trouver un moyen de me faire taire à tout prix. À défaut de m'éliminer physiquement, on essaye d'abord de m'éliminer socialement, en me jetant à la rue avec ma famille. On essaye de m'éliminer économiquement, en m'asphyxiant par toutes sortes de stratagèmes, depuis les fermetures de comptes bancaires arbitraires, jusqu'au harcèlement fiscal, avec augmentation exponentielle de l'assiette de prélèvement
ayant pour but de me ruiner complètement. On est allé jusqu'à empêcher les mécanismes usuels et classiques de solidarité que des personnes de bonne volonté à travers le monde pourraient manifester contre moi. Manifester plutôt envers moi, en ma faveur. On est allé jusqu'à me transformer en un individu imaginairement dangereux, puisque sans même que je sois l'objet de la convocation d'un juge, M. Emmanuel Macron m'a fait ficher S. De telle façon que chacun de mes voyages hors de France ou de mes retours en France est ponctué d'humiliation, de fouilles, de garde à vue, de rétention de documents de voyage, de persécution, d'intimidation, de harcèlement. Tout ceci en est venu à s'étendre même à mon épouse et à mes enfants, lors de nos voyages ensemble, au sortir des aéroports de France ou à l'entrée. On s'est permis de nous mettre collectivement en garde à vue 2 fois, alors que moi j'en suis à ma 20e garde à vue aux frontières françaises. Garde à vue jamais justifiée, toujours expliquée par des motifs alambiqués par la police aux ordres de Macron. Nous avons même porté plainte. À l'époque, un certain Moussa Gérard Darmanin était ministre de l'Intérieur et il a dit qu'il ne donnerait pas d'explication sur les raisons pour lesquelles on m'impose des humiliations, parce que si il donnait des explications, je pourrais prendre des précautions pour me défendre. C'est la réponse qu'il a donnée lorsque mon avocat, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, a engagé l'action d'exiger que les données qui ont permis de me ficher S, sans passer par une affaire judiciaire, que ces données soient mises à ma disposition. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas été capables de nous dire pourquoi, et ils ont pris mon nom et l'ont mis dans la catégorie des fiches S, à côté des noms des terroristes, des criminels, des voleurs, des individus coupables de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. C'est ce que M. Macron a fait. Il a voulu confisquer à un moment donné mes documents d'identité et de voyage français. On l'a attaqué en justice et il a fini par me les remettre après 4 mois de bagarre. Alors, il a voulu me faire chasser de mon travail en mettant mes collègues à contribution. Mes collègues à l'unanimité se sont opposés à lui. Tous les syndicats de l'éducation nationale ayant voté contre les propositions de sanctions qui étaient venues de l'administration. Alors, M. Macron s'est dit, il faut que je trouve d'autres katas. Il a décidé de m'accuser d'avoir détourné les dons que les Africains m'ont librement consentis en mon nom. J'ai publié ce matin même les captures d'écran et les liens des 2 principaux dons par collecte GoFund que les Africains m'ont adressés. Les 2 dons montent à plus de 35 000 € et la liste des donateurs à travers le monde entier est connue. Cela a été fait en toute transparence. Ces dons m'ont été acheminés en mon nom par 2 collectes appelées soutien judiciaire à Franklin Nyamsi et soutien à la défense judiciaire et médiatique de Franklin Nyamsi. Le total du soutien que vous m'avez apporté était de 35 000 € et plus. Parce qu'en fait, les gens ont continué à donner, même après que j'ai publié un communiqué pour leur dire « ça suffit, j'ai obtenu suffisamment pour tenir bon ». M. Macron m'a fait suspendre de mes fonctions pendant 3 mois, en 2023, ce qui m'a enlevé pratiquement 14 000 € de salaire. Les Africains, eux, m'avaient donné un soutien de, à l'époque, ça se comptait à 34 000 €, mais finalement c'est 35 000, puisqu'en fait, je n'ai même pas récupéré pratiquement 8 000 € de cette somme, dès lors que M. Macron s'est mis à me pourchasser.
Dans ce que les Africains m'ont donné, en mon nom, et qui est encore vérifiable à travers les liens GoFund que j'ai mis à votre disposition, je n'ai récupéré que 28 000 euros. Et Macron demande à la justice de me condamner pour abus de confiance parce que j'ai récupéré les dons que vous m'avez donnés par GoFund. L'argent que les Africains me donnent par GoFund, en mon nom propre, et que j'ai récupéré, Macron demande à un juge de considérer que c'est un abus de confiance. Madame le procureur Corinne Gérard, du tribunal de Rouen, dit que ce n'est pas un abus de confiance. Elle dit à Macron, laissez M. Niamsi tranquille. Elle classe l'affaire sans suite le 20 octobre 2023. L'affaire était finie. Mais presque 8 mois plus tard, le 27 mai 2024, Macron réussit à trouver une petite substitute du procureur. 2 grades en dessous de Madame la procureure Corinne Gérard. Elle s'appelle Aliénor Darigo. Et nous avons porté plainte contre elle devant le Conseil supérieur de la magistrature de France. Parce qu'elle a violé l'article 40-1 de la procédure pénale qui dit que quand une affaire est classée sans suite, personne ne peut, sauf élément nouveau, personne ne peut relancer l'affaire. Il n'y a eu aucun élément nouveau. Elle a violé l'article 40 du Code de la procédure pénale parce que Macron l'a pistonné pour me conduire au procès. On m'a amené au procès le 28 novembre. Un procureur aux ordres de Macron a demandé qu'on me mette 6 mois de prison avec sursis. Qu'on me mette 31 000 euros d'amende et 1 année d'inéligibilité. C'était déjà assez curieux. D'abord, on me met en prison. Pourquoi? J'ai pris l'argent de qui? Personne n'a porté plainte contre moi que j'ai pris son argent. Ni l'État français ne dit que j'ai pris son argent, ni un particulier ne dit que j'ai détourné son argent. Personne. L'association qui a servi de plateforme pour recueillir l'argent, c'est moi qui en suis le président. Croche Parti de Paris, pour Guillaume Soro. Et j'ai récupéré moins que la somme qui a été collectée par les Africains pour moi. J'ai laissé 6 000 euros pour aider d'autres personnes à travers la plateforme associative. Le problème de l'État français, c'est quoi dedans? Il n'a pas donné 1 euro. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est quoi dedans? Je ne lui ai rien demandé. Il m'a enlevé 3 mois de salaire. Les Africains m'ont donné le double. Son problème dedans, c'est quoi? Donc, la procureure Corinne Gérard avait dit que l'affaire était classée sans suite parce que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Macron n'avait pas démontré que j'avais lésé quelqu'un, je n'ai abusé de personne. Ok, ils m'ont quand même amené donc au tribunal le 28 novembre. Et la juge, après avoir entendu les accusations du procureur aux ordres de Macron, le procureur qui piétine la décision que le procureur du même tribunal avait déjà prise, la juge a dit qu'elle a besoin de 3 semaines de réflexion. 3 semaines pendant lesquelles, bien sûr, Macron n'a pas manqué de la mettre sous pression. Parce que c'est ce qu'il fait. Et il y a beaucoup d'affaires en France aujourd'hui. On se plaint de lui. L'Élysée qui se mêle des affaires judiciaires. Voilà qu'on vient donc hier, 19 décembre. Et ça, je tiens à être clair là-dessus. Et il y a des gens qui sont en train de mentir sur les réseaux sociaux. Et j'avertis un individu appelé Hervé Mahika. C'est un Congolais qui est un agent, une barbouze. Une barbouze du néocolonialisme français. Cet individu a publié une fausse information sur le verdict qui a été donné hier. Il prétend qu'on aurait donné 8 mois de prison avec sursis à votre serviteur. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu un seul jour de prison qui a été donné hier. La juge dit que je dois donner 10 000 euros d'amende à l'État français. La juge dit que je n'ai pas le droit d'être candidat aux élections en France pendant 3 ans. Voilà les 2 condamnations qui ont été prononcées hier. Si quelqu'un vous a dit autre chose, sachez que c'est un diffamateur. Et j'avertis ce monsieur d'Hervé Mahika qui cherche à avoir des problèmes avec moi. Je l'avertis de faire très attention. C'est lui qui a lancé la rumeur selon laquelle j'aurais été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Personne ne m'a condamné à de la prison avec sursis en France. Si c'était le cas, j'aurais été le premier à dire, quand je suis sorti du tribunal, avec mes 5 avocats,
J'aurais été le premier à vous en informer. Il n'y a pas eu de peine de prison. Mais concentrons-nous sur les 2 points de la condamnation. Premier point de la condamnation, je dois donner 10 000 euros au trésor public français. La question est la suivante. Le trésor public français, Franklin Yamsi lui a volé combien d'argent? Madame la juge prétend que j'ai pris de l'argent dans le compte de l'association pour mettre dans mon compte. Moi, je lui explique que l'association était la plateforme de recueil des dons. Le bénéficiaire des dons, c'est moi. À moi seul, là, les Africains ont donné 35 000 euros en une semaine. Et j'ai publié un communiqué pour leur dire, c'est bon, arrêtez. Si j'avais voulu, j'aurais laissé les Africains m'auraient donné 1 million d'euros. Et je vais donner une réponse à Macron sur ce point, ce soir. Je vais lui donner une réponse. Ce soir. Et je sais quelle réponse je vais lui donner. Vous allez entendre la réponse. Et nous allons lui répondre ensemble. Vous comprenez? Ok. Puisque le crime que j'aurais commis, c'est d'être aimé par les Africains. Quand lui, il me déteste. Quand lui m'enlève 3 mois de paye pour que je me retrouve à la rue avec ma famille. Et que le peuple africain, lui, me donne le double pour que je sois encore plus confortable pour continuer le ministère de l'émancipation africaine. Comme c'est ça le crime, vous allez entendre comment je vais donc répondre à cela. Mais enfin, le problème c'est pourquoi je dois donner 10 000 euros à l'État français, alors que je n'ai pas soutiré 1 euro à l'État français. L'État français ne m'a pas donné de subvention. Pourquoi je dois prendre 10 000 de mes euros à moi? Ou, pour le dire autrement, 10 000 euros que les Africains m'ont donné, pourquoi dois-je les prendre pour les donner à l'État français? Pourquoi? Est-ce que les Africains m'ont donné leur aide pour que je la verse à l'État français? Non. L'État français est-il à 10 000 euros près? Mais s'il est à 10 000 euros près, qu'il me demande gentiment, il ne faut pas qu'il arrache. Parce que arracher, c'est de l'extorsion, c'est du vol. Voilà pourquoi, avec mes avocats, nous sommes déterminés à ne pas donner cet argent à l'État français, parce que l'État français n'y a pas droit. Je n'ai pas détourné de l'argent public. Je n'ai même pas détourné de l'argent privé. Personne ne me reproche de lui avoir arraché 1 seul euro sur cette terre des hommes. Il est donc hors de question que nous payions cela à l'État français. Car l'État français ne nous a rien donné d'équivalent pour que nous devions le lui rendre. On n'a aucune dette de ce point de vue envers lui. Voilà pourquoi nous avons fait appel. Nous irons en appel. Si en appel, on ne nous donne pas raison, nous irons en cassation. Si en cassation, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour européenne. Si à la Cour européenne, on ne nous donne pas raison, nous irons jusqu'à la Cour cosmique. Là, ça va dépasser le droit. Et l'affaire va uniquement être portée dans les cieux. Mais jamais je ne vais accepter, jamais je ne vais accepter que je doive donner 10 000 euros à l'État français, alors que je ne lui dois pas 10 000 euros. Alors que l'argent qui m'a été donné a été publiquement donné et avec transparence par les Africains. Pour moi, ils m'ont donné plus de 35 000 euros. Je ne vais pas prendre 10 000 dedans pour donner à l'État français. J'ai beaucoup de monde à aider en Afrique. J'ai beaucoup d'Africains en difficulté autour de moi. Je préfère partager ce que j'ai avec ceux qui sont dans le besoin, par l'État français, qui depuis 600 ans exploite impunément l'Afrique. Non, je ne donne pas. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi mes avocats et moi, nous avons introduit une procédure d'appel. L'appel a été fait le même jour, hier, 19 décembre. Nous avons le document de l'appel. Les avocats l'ont fait sortir, imprimé au greffe du tribunal. Donc, selon la justice, selon la loi française, quand tu fais appel d'une décision, elle est réputée être suspendue. Elle est suspendue jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient entendues. Bon, ok. Maintenant, il y a la deuxième condamnation. Le deuxième chef de condamnation que madame la juge, pour faire plaisir à Emmanuel Macron, à travers son procureur, qui a violé l'article 40 de la procédure pénale. Elle dit, il est interdit à M. Yamsi d'être élu à une fonction politique en France pendant 3 ans. C'est la chose la plus surprenante. Le procureur même lui disait, c'est interdit que je sois élu pendant 1 an. Mais
La juge dit pendant 3 ans. C'est pour faire plaisir à qui? D'abord, premièrement, moi je suis citoyen français depuis 2002. Je n'ai jamais voulu être élu. D'abord, je n'ai jamais voulu être élu à une fonction politique en France. Pourquoi il tremble? Pourquoi il tremble? Je n'ai jamais voulu être élu à une fonction même de conseiller municipal. Même ça, je n'ai pas voulu. Je n'ai jamais voulu être député français. Je n'ai jamais demandé, même quand j'étais militant du Parti socialiste français, je n'ai jamais demandé à être inscrit dans les listes comme candidat. Jamais. J'ai été 10 ans militant du Parti socialiste et je n'ai jamais candidaté. Et je vais vous dire la raison. Je n'ai pas envie. Plusieurs de mes amis ici en France, plusieurs fois m'ont demandé de me lancer dans une carrière politique et de gagner une circonscription. Il y a des circonscriptions favorables ici en France que je peux gagner. Les Français d'origine africaine qui sont à l'Assemblée nationale française sont des personnes intelligentes. Mais je ne pense pas qu'elles soient plus intelligentes nécessairement que moi. Et je ne pense pas que les personnes africaines qui sont à l'Assemblée nationale actuellement aient des qualités qui me manquent. En tout cas, j'estime que j'ai au moins les qualités de ceux qui sont députés en France aujourd'hui. Quelle que soit d'ailleurs leur couleur, je suis capable d'être député français. Quant à M. Macron, si je voulais être président de la République française, je serais un meilleur président de la République française que lui. Si j'étais président de la République française, je serais un meilleur président de la République française que M. Macron. Son premier et son deuxième mandat sont des catastrophes totales, incarnées. Il a tout raté, il fait tout faux. Regardez comment ça se passe, sa visite à Mayotte. Il ose mettre sous chantage les citoyens français de Mayotte en leur demandant d'être contents d'être en France, alors que leurs maisons sont détruites par un cyclone et qu'on ne voit pas une débauche de moyens pour les aider qui serait comparable aux moyens qu'on a débauchés pour aider les Ukrainiens. Mais quelle est la différence entre les Français de Mayotte et les Ukrainiens, si ce n'est pas la couleur de peau? Et vous n'aimez pas qu'on dise la vérité. Tout le monde voit bien la discrimination, non? On a trouvé des millions et des milliards pour armer l'Ukraine. N'est-ce pas? Très facilement, on a accueilli les Ukrainiens en détresse. On les a intégrés dans toute l'Europe et on a dit qu'ils avaient les yeux bleus et la peau blanche. Comme ceux qui sont considérés comme les citoyens naturels de ce continent. Oui ou non? Voilà un département, un territoire d'outre-mer français qui est balayé par un cyclone. Et on lance quoi? Un lien de collecte. Là, tout d'un coup, l'Union européenne, la France, toutes ces puissances européennes qui ont de l'argent pour acheter des armes et entretenir la guerre et mettre l'Europe en danger de conflits nucléaires, tous ces gens-là ne peuvent pas mettre en place un pont aérien massif sur le territoire administratif français de Mayotte, arraché par le colonialisme et le néocolonialisme aux Comores, parce que ça c'est un autre contentieux dont on ne veut pas parler. Tout le monde voit très bien le 2 poids 2 mesures. Donc moi, si j'avais envie de faire une carrière politique en France, je serais un meilleur président de la République française que M. Macron. M. Macron est un amateur. Il ne sait pas gouverner les hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se gouverner lui-même. Il n'est pas à la hauteur des enjeux de la République française au point où elle est parvenue aujourd'hui, c'est-à-dire dans la crise de son identité existentielle. M. Macron n'est pas à la hauteur. Il y a d'autres citoyennes, il y a d'autres citoyens français qui seraient tout aussi capables que moi d'être le meilleur président de la République française. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Et je ne veux pas les nommer ici. Mais je veux dire que moi, si je voulais être président de la République française, je serais un meilleur président de la République française pour les Français de toutes les origines et de toutes les couleurs que M. Macron. Le problème est que cela ne m'intéresse pas. Cela ne m'intéresse pas. Mais alors même que cela ne m'intéresse pas, M. Macron panique et instrumentalise la justice pour qu'on m'empêche d'être candidat à des élections
sur les 3 prochaines années. C'est bizarre, hein? On est en 2025 pratiquement. On est en 2025 pratiquement. Quand il me met 3 ans de condamnation, c'est parce qu'il ne veut pas que je participe à l'élection présidentielle de 2027. Donc, dans les analyses politiques de l'Élysée, on a dit que parmi les Africains, citoyens français, je pourrais être quelqu'un qui va peser sur la future élection présidentielle. Pourquoi? Parce que je suis l'un des Africains les plus écoutés en France. Et parce que j'ai ma démarche qui consiste à appeler les Africains de France à faire valoir tous leurs droits en France. Oui, ma singularité, c'est que j'appelle les diasporas, j'appelle les Africains français à se faire respecter dans le droit français, dans le droit européen. Je ne suis pas dans une logique de clivage, je ne suis pas dans une logique de séparation raciale, je ne suis pas dans une logique de dichotomie, je suis dans une logique d'affirmation plénière de la personnalité africaine et dans le respect des personnalités de toutes les autres origines du monde. Donc du coup, je représente pour eux un vrai problème. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas pour la séparation des communautés sur des bases raciales. Jamais je ne vais professer une telle idée. Mais je suis pour la souveraineté des peuples. Il est hors de question que la souveraineté des peuples africains ne soit pas respectée au motif qu'on voudrait faire le métissage des civilisations. Non. Mais les civilisations humaines sont par définition métisses en fait, au sens où nous descendons tous de l'homo sapiens sapiens. Et voilà pourquoi toutes les populations qu'il y a sur la Terre aujourd'hui peuvent faire des enfants entre elles. C'est parce qu'elles ont la même souche. C'est parce qu'elles ont une parenté grammaticale génétique de base. Nous sommes une espèce humaine, avec des variations en son sein. Voilà la réalité. Moi, je fais donc une politique dans laquelle il n'est pas question d'exclure l'autre, mais de se faire respecter et de respecter l'autre. Donc, ils ont analysé mon profil à l'Élysée et ils ont estimé qu'il ne faut pas que je sois candidat à l'élection de 2027. Alors, je me suis dit, avec mes avocats, si ça les gêne que je sois capable d'être candidat à l'élection en 2027, qu'est-ce que ça serait alors si je suis candidat à l'élection en France en 2027? Qu'est-ce que ça va leur faire? Si je les bats au tribunal, à l'appel, ou en cassation, ou devant la Cour européenne, et que l'inéligibilité qui a été prononcée hier par Madame la juge, instrumentalisée par la Macronie, si je les bats, et que mon éligibilité est rétablie, mais pourquoi ne pas en 2027, en effet, pour défendre la respectabilité et la dignité des Africains de France, eh bien être candidat, pour troubler les calculs de la Macronie. Pourquoi ne pas? Pour le moment, je pose légitimement cette question, mais je ne peux pas prendre une telle décision parce que je n'ai pas envie. Je vous avoue, je me suis consulté plusieurs fois. Plusieurs de mes amis français de toutes les couleurs m'ont souvent demandé de me lancer dans une carrière politique ici. Et à chaque fois que j'ai procédé à mon examen de conscience, j'ai trouvé que ce n'était pas mon rôle. Que mon rôle, tant que je serai citoyen français, est de participer ici, à partir d'ici, à tout ce qui peut décoloniser l'Afrique et décoloniser la France. Que mon rôle, c'était celui-là. Et que j'avais un travail à faire du côté de l'éducation populaire, de l'éveil citoyen. Voilà la réponse qu'à mon âme et conscience, j'ai toujours eue. Mais, même si je ne suis pas engagé à vouloir être président de la République française, avec mes avocats, nous avons décidé de faire appel également de cette condamnation à une inéligibilité injustifiable. Je n'ai pas détourné l'argent français, je n'ai volé l'argent de personne. Personne de particulier ne m'a porté plainte en disant « Monsieur Niamsi, je vous ai confié mon argent et vous en avez fait un autre usage. » Personne. Il est donc hors de question que je laisse mes droits civiques, en tant que citoyen français, être ternis
par une condamnation inique. Elle aussi, avec mes avocats, nous l'avons attaquée hier. Et dès lors que l'affaire n'a pas été convoquée en appel, cette condamnation est réputée non valable. Ayant fait appel des 2 chefs de condamnation, 10 000 € d'amende et 3 années d'inéligibilité, ils sont suspendus. Et l'homme qui est présent devant vous à cet instant précis est judiciairement vierge. L'affaire doit être jugée en appel. Si en appel, on tentait de maintenir les réquisitions, nous irions en cassation. Si en cassation, on tentait de maintenir les réquisitions, nous irions dans ces conditions-là à la Cour européenne. Si la Cour européenne maintenait les réquisitions, nous maintiendrons le cas devant le tribunal cosmique, où, de toutes les façons, nous avons déjà gagné, et nous allons gagner. Car la cause que nous défendons est juste et elle est vraie. Alors, mes chers amis, je voulais commencer d'abord par vous rassurer, parce que beaucoup d'entre vous pouvaient avoir rencontré l'information tordue par mes ennemis. Pour tout ce qui me concerne, venez sur mes plateformes savoir ce qu'il en est. Ne vous laissez pas dire qui je suis sans avoir écouté ce que j'ai dit de ce que je suis et de ce que je fais. Je lis vos commentaires et s'il y a des questions pertinentes qui méritent éclaircissement de ma part, je ne manquerai pas d'y répondre. Car j'ai un devoir de vérité, de transparence, d'équité envers vous. On m'en veut donc au total en France parce que vous m'aimez. Or, le dicton ivoirien dit « il n'y a rien dans jalousie ». On m'en veut en France parce que quand Macron m'enlève mes salaires, les Africains m'en donnent le double. On me déteste en France, du moins au niveau de l'élite corrompue de cette République, parce que lorsqu'on veut me punir, on provoque une levée de boucliers de plus en plus nombreuses en ma faveur. On m'en veut en France parce que même ceux qui croyaient que j'étais quelqu'un qui serait au service d'une quelconque puissance étrangère contre la France se sont rendus compte que c'est faux. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, je suis un serviteur de la vérité et de la justice. Mes amis et frères françaises et français, de peau blanche, qui ont pu se laisser intoxiquer un temps soit peu, et quand ils prennent la peine d'écouter les causes que je défends, reviennent pour les plus humbles et sincères d'entre eux me dire, en vérité, ce que tu demandes, c'est exactement ce que De Gaulle demanda pour la France. Ce que tu demandes pour l'Afrique, c'est exactement ce que De Gaulle demanda pour la France. Comment un Français cultivé, qui sait dans quelles conditions la Ve République est née, peut-il récuser le droit des Africains à voir partir toutes les troupes françaises de leur sol? Alors que c'est cela même qui a été la bataille première de la résistance française. Comment un Français, vivant dans cette Ve République, né sous le magistère de De Gaulle, peut ne pas comprendre les Africains quand ils ne veulent plus de la monnaie coloniale du CFA sur leur sol, alors que De Gaulle a refusé que la France reste une colonie américaine et qu'elle soit sous la suprématie du dollar. Comment une Française et un Français normalement cultivés peuvent-ils ne pas comprendre la revendication africaine, du droit des peuples africains de choisir leurs dirigeants eux-mêmes, alors même que la Ve République est née en France de la volonté du général de Gaulle et de ses compagnons de s'affranchir même de la tutelle de l'OTAN. De Gaulle eut même le courage de sortir la France de l'OTAN pour affirmer la souveraineté française. Comment une Française et un Français, qui ont du respect pour la Ve République française, peuvent-ils ne pas comprendre le droit des Africains de promouvoir leur civilisation, alors que l'une des plus grandes et admirables institutions de la République française, pour le peuple français, c'est l'Académie française. Une institution qui préserve la belle langue française et qui l'accompagne dans la valse des siècles. Comment une Française et un Français dûment cultivés ne comprendraient-ils pas que le docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa se battent pour l'africanophonie, l'enracinement des institutions africaines dans la tradition africaine?
Voilà les 4 causes de votre serviteur. Si vous placez sur ces causes l'équerre de la justice et le compas de la vérité, si vous y mettez le bâton ouas de la mat, vous retrouvez que tout est juste et parfait. Qu'est-ce que Nyamsi ou Cameroun ou Africa demande-t-il pour l'Afrique? Qui ne soit légitime aux yeux d'un être humain normalement constitué. Rien. Je ne demande que ce que tout être humain normalement constitué demande pour sa communauté humaine. Je ne demande rien de plus. Je ne suis même pas un suprémaciste noir. Je ne suis pas engagé dans une logique de faire dominer le monde par l'Afrique. Non. Je ne suis pas raciste. Je n'ai aucune préférence pour un être humain en raison de la couleur de sa peau. Je suis incapable de juger de la valeur humaine par un critère biologique. J'en suis incapable. Cela m'est impossible mentalement, physiologiquement, charnellement et biologiquement. Et je suis connu dans mon pays natal comme un anti-tribaliste notoire. Je n'ai jamais de près ou de loin pactisé avec le moindre système de pensée qui consiste à exclure des gens parce qu'ils ne sont pas de la bonne région. Ils ne sont pas de la bonne religion. Ils ne sont pas de la bonne éthique. Jamais je ne ferai ça. Voilà la pureté de mon engagement. Et certains d'entre vous m'avaient demandé, certains sont venus à Rouen. Il y avait beaucoup d'Africaines et d'Africains, des Comoriens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Gabonais, des Centrafricains, des Tchadiens, des Belges, des Français, des Anglais. Beaucoup sont venus. Des Africains de toute origine, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens sont venus. Et la question que j'entends de la bouche de beaucoup de personnes, c'est « Mais qu'est-ce qui fait votre force ?» Bon, les gens posent cette question comme à la recherche d'une potion magique. Et je leur dis, c'est très simple, ma force, c'est que en mon âme et conscience, à chaque instant, dédié à notre Seigneur, je considère que tant que je me bats pour ce qui est juste et vrai, ma vie a un sens et elle vaut la peine d'être vécue. Il n'y a pas d'autre secret que l'état de conscience dans lequel tu installes ton âme. Dès lors que le centre de ton être se rapproche du centre de l'être des êtres, par un effort, tu ne peux pas être parfait, mais un effort de servir les valeurs éternelles de la vie. Ta vie est justifiée à chaque instant. Et comme j'ai confiance dans ce service de la vérité, de la justice et de la solidarité humaine, cette confiance-là, je la partage avec les autres. Les autres ressentent naturellement cette confiance en moi. Oui, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui soient capables d'appeler au secours l'Afrique mondiale et d'obtenir en 7 jours 35 000 € donnés sur leur nom. Mais en fait, c'est l'amour que je partage avec les Africains, que les Africains me rendent du mieux qu'ils peuvent. Il n'y a pas de secret dans cette affaire. Si tu aimes vraiment les gens, si tu offres à ton peuple le meilleur de toi-même, tu recevras au centuple qui que tu sois. Si tu offres à ceux qui t'entourent le meilleur de toi-même, tu recevras au centuple qui que tu sois. Et parce que tu reçois au centuple, tu seras capable de donner au centuple et tu recevras au miltuple. Et parce que tu reçois au miltuple, tu seras capable de donner au miltuple et tu recevras au milliontuple. Et parce que tu donneras au milliontuple, tu seras capable de recevoir au milliardtuple et tu donneras au milliardtuple. C'est la loi de la vie infinie. Dans la ressemblance de notre tout-puissant Créateur, maître de nos vies. Toujours s'efforcer, malgré nos péchés, nos faiblesses, de lui ressembler. De s'approcher d'un idéal, de notre conscience. De s'approcher de l'idéal du Dieu de notre conscience, dont nous savons qu'il est le maître absolu, dont nous savons qu'il est le souverain,
dont nous savons qu'il est l'alpha et l'oméga de tout ce qui existe, et par rapport auquel M. Macron est une virgule dans le néant. Voilà la dimension dans laquelle, personnellement, je suis installé. C'est ça ma dimension. Ma prière de tous les jours est que je ne perde pas confiance en cette dimension. Que je ne perde pas ce contact intérieur à ma sincérité. Que je ne perde pas ce contact intérieur à l'être qui m'a créé. Que je ne perde pas ce contact intérieur à la clarté de mon combat. Que les nombreuses tentations de la vie ne m'écartent pas de l'essentiel de mon engagement. Voilà. Je le dis souvent aux gens. Ah, il y a des gens qui pensent, ah, peut-être que son secret est dans son bâton là. Le OAS, il n'y a rien. Le OAS est un symbole. Le OAS est un symbole. C'est celui qui comprend ce que ceci veut dire, qui peut s'en servir utilement. Un symbole est quelque chose qui se comprend. Et il ne peut s'utiliser que par celui qui l'a compris. Une fois que tu as compris le symbole fait partie de ta vie. Moi, je ne possède pas un objet fétiche. Je vous le dis, vous pourrez me voir avec n'importe quel objet. Ce sont des symboles. Je n'ai pas de fétiche. Je le dis sur la tête de toute ma famille. Je n'ai pas de fétiche. Je n'ai pas un objet sur lequel je compte en disant que, ah, comme je porte telle bague, ah, comme je porte ceci, oh, mon was, quand je tiens ça, rien ne peut m'arriver. Ce n'est pas ça. La plus grande des protections, mes chers amis, c'est la présence de notre Dieu dans notre conscience. Je recommence une deuxième fois. La plus grande des protections qu'on puisse avoir dans l'univers, c'est la présence de la vibration créatrice divine au centre de notre conscience. Même quand notre conscience est obscurcie par la colère, par l'ignorance, elle est obscurcie par la misère, elle est obscurcie par la rancœur, quand notre conscience est obscurcie par les difficultés de la vie quotidienne. Il faut que même sous la forme d'une misérable frêle lumière, brille toujours en nous la confiance en l'être qui nous a créés. Il faut qu'au plus profond de notre âme, nous soyons en permanence en prière. Et ça suffit pour vivre. Ça suffit pour mourir. Ça suffit pour avoir vécu. Car de toutes les façons, tu auras intensément vécu ta vie. Voilà le témoignage que j'apporte aux gens qui me posent cette question. Et je leur dis, ne vous attendez pas à ce que, je ne sais pas, je dois avoir une formule que je vais vous enseigner. Quand vous dites ça, brrr, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le miracle, c'est d'être véritablement un homme, une femme de foi. C'est ça le miracle de chaque instant. Tant que tu ne perds pas ta foi, tu n'es jamais perdu. Tant que tu ne perds pas ta foi, tu n'es jamais perdu. Tu as ta boussole qui travaille en toi. Et c'est à cette boussole qu'il faut se fier. Dans les tourments de la vie, ton lien intime avec ton Créateur, tu dois le maintenir même quand tu es dans la poubelle. Tu dois le maintenir au lieu de tomber dans les mauvais enseignements de ce matérialisme mondial ambiant qui nous coupe des sources de la création. Nous devons constamment rechercher un contact avec cette dimension. Une fois que vous avez le contact avec la dimension, même quand vous êtes de mauvaise humeur, la dimension vous aide à vous réparer. Vous pouvez toujours retrouver la dimension. Elle est dans votre méditation de tous les jours. Elle est dans votre prière de tous les jours. Elle est dans votre humilité de corriger, de vous reprendre, de vous relever, de toujours essayer, malgré vos défauts, de faire mieux. La présence est là. Faites-lui confiance. À celui qui nous a créés. Pas à Ouattara Draman. Ce n'est pas un homme qui est la garantie d'un homme. La seule garantie qu'un homme puisse avoir, c'est de demeurer en contact, quel que soit ce qui lui arrive, avec celui
qui nous a tous créés. Bon, ça c'était la première partie de mon intervention. Je voulais vous rendre à nouveau compte de tout cela. J'ai vu qu'il y a de la désinformation qui essaie de circuler. Oh, on lui a collé des mois de prison, etc. Si on m'avait collé des mois de prison, je vous aurais informé de ça. Dans un combat pour émanciper un continent, si tu as peur de la prison, tu n'es pas digne de ce combat. Tu dois avoir peur de la trahison, pas de la prison. Si tu as peur même de la mort, parce que tu es humain, n'oublie pas que si tu as trop peur de la mort, tu humilies ton Dieu qui t'a créé. Parce que tu voudrais quelque part lui dire que tu n'as pas confiance. Que lui, il sait comment tu vivras toujours. Que tu aies peur de la mort, c'est humain, parce que nous sommes de chair. Mais que tu crois en cette peur, c'est déjà une limite pour toi-même. Car croire en cette peur, qui est une peur charnelle, humaine, compréhensible, c'est se couper de la confiance en notre Créateur. Donc, même quand notre faiblesse humaine nous incite à être paralysés par la peur pour notre chair, nous devons toujours nous efforcer en nous-mêmes de mettre au-dessus la foi en la vérité, en la justice, en l'amour sublime qui nous guide. Voilà les opérations intérieures que les Africaines et les Africains doivent cultiver. Voilà les travaux profonds à partir desquels une personnalité peut s'équilibrer et combattre le bon combat. Alors, comment je vais répondre donc à M. Macron? Mais écoutez, il me reproche d'être soutenu par les Africains et là, j'entre dans une bataille qui va, sur pratiquement 3 ou 4 procès, me conduire sans doute vers la Cour européenne des droits de l'homme. Je vais donc, avec la permission et le soutien des Africains, organiser des collectes de dons exemplaires. Et nous mettrons M. Macron au défi de mettre la main sur ces dons et de nous condamner encore parce qu'on nous a donné. Là où nous sommes là, nous avons au moins 4 affaires en route vers les instances supérieures des tribunaux. Nous aurons à nous déplacer pour les conférences de l'Institut de l'Afrique des libertés à travers le monde. Nous allons donc mettre en place une plateforme qui ne dépendra pas de M. Macron, sur laquelle les Africains du monde entier qui le désirent pourront soutenir notre association basée à Bamako au Mali, l'Institut de l'Afrique des libertés. Les modalités pour participer à cette collecte de dons vous seront précisées. Monsieur Macron n'y pourra rien. Et l'État français n'en prendra pas un copec. Voilà la première réponse que nous allons lui apporter. Nous allons organiser des collectes de dons spectaculaires pour lui montrer que les Africains n'ont pas peur de montrer qu'ils s'aiment entre eux et qu'ils se soutiennent. Ça, c'est un. On va faire ça. Et il va voir. Je rappelle que quand en 2021, j'ai appelé à des dons, c'est moi qui ai publié un communiqué pour dire aux Africains, c'est bon, nous avons atteint l'objectif. La première fois, j'avais demandé 10 000 € aux Africains, ils m'en ont donné 12 000 en 2 jours. Le deuxième jour, j'ai publié un communiqué pour dire, objectif atteint, objectif atteint. Merci beaucoup. Les objectifs seront atteints. La deuxième fois, j'ai demandé des dons aux Africains, j'avais demandé 15 000 €. Les Africains ont donné 23 000. J'ai encore publié un communiqué pour dire, c'est bon. D'accord? C'est parce que M. Macron a découvert que les Africains m'aiment et que les Africains sont capables d'être solidaires quand ils savent que celui auquel ils ont affaire est vraiment engagé pour eux, qu'il a décidé de tout faire pour en profiter lui aussi. Ça ne va pas arriver. Nous allons prendre des dispositions pour que les dons qui concernent l'activité militante et l'engagement de votre serviteur ne soient plus jamais dans les fourches codines de la Macronie. Est-ce que c'est clair? Et lui aussi va apprendre ça comme ça va passer devant lui comme ça. Il va voir ça passer.
comme ça, sur Facebook. Il va voir ça passer comme ça. Fia! Nous allons lui montrer que le monde multipolaire existe. Et ce n'est pas lui le patron du monde multipolaire. Lui, le président de la République française, ne peut pas empêcher les Africains d'aider qui ils veulent. Est-ce que c'est clair? Il ne peut pas empêcher les Africains d'aider qui ils veulent. Écrivez ça. Voilà. Ça, c'est la réponse que je vais apporter à cette affaire dans les prochains jours. Nous sommes en train d'élaborer, avec les collègues de l'Institut, la plateforme qui vous permettra très librement et tranquillement de nous acheminer tous les dons que vous estimez pouvoir nous acheminer pour mener la bataille de notre institut, dont je vous ai déjà présenté les 4 axes. Mais également, le travail pédagogique qui va s'accélérer, notamment parce que nous allons mettre en ligne une série de 150 cours de citoyenneté africaine. Nous allons publier une série de 150 cours de citoyenneté africaine de 15-20 minutes en moyenne sur le grand site de l'Institut de l'Afrique des Libertés et la plateforme de l'Université Libre, où vous pourrez vous inscrire pour écouter ces cours. Nous passons à la vitesse supérieure. On veut nous prendre en sanférien. Nous allons montrer. On ne peut pas nous prendre en sanférien. On ne peut pas avoir peur que je sois président de la République française et penser que je vais en manquer des moyens. Si on pense que je peux être président de la République française, c'est qu'on sait que j'ai un potentiel. Le Tout-Puissant, nos ancêtres angélisés, nos parents, nos maîtres ne nous ont pas formés en vain. Nos amis, les puissances africaines émergentes, ne nous apprécient pas en vain. Les Africaines et les Africains du monde entier ne nous apprécient pas en vain. Nous allons le montrer d'une manière plus affirmée en 2025. Bon, notre carrière politique véritable, elle est en Afrique, de toutes les façons. Notre carrière proprement politique, elle est en Afrique. Elle a commencé depuis plusieurs années comme conseiller politique. Elle se poursuivra sous d'autres formes. Mais il y a une forme qui sera maintenue. Nous sommes dédiés à l'éveil des consciences. Nous sommes un enseignant dans l'âme. La seule activité que j'exercerai jusqu'à ma mort, c'est enseigner. J'essaierai toujours. Même après les retraites formelles des administrations d'enseignement classique, j'enseignerai toujours. Donc je suis quelqu'un qui est profondément convaincu que jamais de sa vie il ne va s'ennuyer. Je suis dans le monde depuis 52 ans, bientôt 53 plein en mars 2025. Je vous avoue une chose, je ne me suis jamais ennuyé depuis que je suis sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours à apprendre. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Je ne m'ennuie jamais. Jamais. Jamais je n'ai dit à quelqu'un, « Oh, ce matin, je ne sais pas quoi faire. » J'ai tellement de choses à faire que j'ai l'impression que une journée de 24 heures ne suffit pas, mes chers amis. Et j'aimerais que chacune de nos vies, vos vies, vous tous qui êtes là, soient comme cela. Que vous vous rendiez compte que chaque minute est précieuse. Même quand vous vous allongez sur votre canapé pour récupérer, c'est un moment précieux. Quand vous dormez, c'est précieux. Quand vous avez du temps pour lire un bon livre, c'est précieux. Du temps pour vous occuper des membres de votre famille, c'est précieux. Vous avez du temps pour sortir, rencontrer les personnes, c'est précieux. Chaque instant de nos vies est une chance. Chaque instant de nos vies est une chance. On ne peut pas s'ennuyer. L'ennui est un signe, je regrette, l'ennui est un signe d'inintelligence. Quand tu ne penses pas assez que tu t'ennuies sur la terre. Quand tu penses assez, tu te rends compte qu'une journée de 24 heures, non. Tu te demandes comment c'est même possible que les journées sur la terre ne soient que de 24 heures. Nous ne sommes que des hommes. Nous sommes encadrés par les limites biologiques, psychologiques, les limites sociales, économiques, politiques, c'est vrai. Mais la forme humaine qui nous a été accordée nous donne tellement d'opportunités. Si nous prenons la peine de méditer, de réfléchir, nous ne nous ennuierons jamais. Et moi qui ai la chance d'avoir la compagnie, en plus d'êtres que j'aime, mais de ceux-là qui sont derrière moi, que vous voyez là, les livres. Comment tu peux t'ennuyer alors que tu peux toujours apprendre? Comment tu peux même t'ennuyer alors que tu peux toujours apprendre? C'est ça la question. Quand tu as un nouveau livre, quelque part ça veut dire que tu as du temps nouveau à vivre.
Un bon nouveau livre, c'est du temps nouveau à vivre. Comment tu t'ennuies? Tu t'ennuies pourquoi? Si tu t'ennuies, c'est parce que tu es paresseux. Si tu t'ennuies, c'est parce que tu souffres d'inintelligence. Tu ne comprends pas ce que tu fais là. C'est cela la source de ton ennui. C'est cela la source de ton ennui. Hein? Voilà. Maintenant, passons à la deuxième partie de mon propos. La première partie était un rappel sur l'affaire et une manière de tordre le cou à la désinformation qui veut circuler. Certains se sont mis à partager. Ils ont pris un article du journal Paris-Normandie. Ils ont changé une partie de cet article pour dire que j'ai été condamné, soi-disant, à 8 mois de prison avec sursis. Je sais qu'ils sont pressés. J'ai entendu M. Ouattara dans mon téléphone rouge. Et dimanche, je vais lui donner la parole pour dire ce qu'il pense. Oui, M. Ouattara est dans un état de fureur totale contre la justice française. Pourquoi il n'est pas menotté? Comment il ressort du tribunal? Il fait une conférence de presse sur les marches du tribunal. Mais Emmanuel Macron n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Ah non, 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 non. Mais ce Franklin Nyamsi, si c'est moi qui l'avais à Abidjan ici. Mais. Je vais lui donner la parole dimanche, Ouattara. Il est très en colère. Il est très en colère. Et ce sont leurs officines qui sont pressées de m'attribuer une peine de prison. Mais M. Ouattara devrait s'occuper du bracelet électronique de son ami Sarkozy. Sarkozy qui, lui, il a volé 50 millions de dollars libyens. Hein? On lui donne seulement 1 an de prison ferme. Un voleur gros grain comme ça. Hein? Sarkozy, c'est un voleur gros grain, gros grain. On lui donne 1 an de prison ferme. Toutes les truanderies que ce monsieur a faites ici en France, 1 an de prison ferme. Et c'est sur moi qu'ils viennent essayer d'écrire. Ah, on lui a donné 8 mois, on lui a donné 8 mois. Même si on me donne perpétuité, je serai toujours un grand type. Mandela a fait combien? Pour nous. Mandela a fait combien d'années en prison pour nous? 27 ans. Et c'est le plus grand Sud-Africain de tous les temps. Pourtant, il a passé presque tout le temps de sa vie, il a passé en prison. Il est le plus grand Sud-Africain de tous les temps. Nelson Mandela, la Mandela. Pourtant, il a passé presque toute sa vie en prison. Quand l'étoile de quelqu'un brille, tu ne peux pas l'éteindre. Et une grande étoile, elle est brillante même en prison. Moi, je fais partie de ces Africains qui ont étudié la situation de l'Afrique, qui ont étudié la situation des grands héros, des grandes figures de l'histoire de l'Afrique, avant de m'engager. Je sais que quand vous vous engagez pour émanciper le peuple africain, vous vous engagez aussi à subir les pressions les plus lourdes. J'avais une conversation tout à l'heure avec un de mes beaux. Et je lui expliquais que quand on s'engage pour émanciper sa communauté, les forces ténébreuses qui exploitent la communauté, qui dominent la communauté, se mettent aussitôt en mouvement contre toi. Plus tu veux le bien des tiens, plus tu vas devoir affronter les forces du mal qui vivent du bien, vivent de détruire le bien des tiens. Donc l'engagement pour une société libre, prospère, fraternelle, égalitaire, souveraine africaine, ce n'est pas une petite chose, hein. Il faut vraiment choisir de vivre libre, de se battre pour cette liberté, et il faut savoir que ce ne sera pas facile. Tu dois mener le combat en sachant que le combat est nécessaire. Hein. S'il n'y a pas de combat, il faut en réalité que tu soupçonnes que tu t'es trompé de route. Hein. Il y a une image qui circule sur Internet ces derniers temps. C'est le problème du rapport entre l'homme et le mal, l'homme et le diable. Il y a un homme qui est sur un guidon. Il est en train de pédaler dans une certaine direction. Et Satan est assis exactement sur le guidon. Satan regarde dans la même direction que le monsieur. Donc quand le monsieur pédale, c'est facile. Hein, il se sent à l'aise. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand c'est facile, c'est parce qu'en fait, tu es en train d'aller dans la même direction que le diable. C'est jamais facile. Éveiller une communauté, libérer une communauté, installer un peuple souverain, faire fonctionner un État, construire un pays, former une jeunesse, transmettre une espérance, éveiller les intelligences. C'est un combat. La vie est un combat. Il faut réussir à y trouver de la joie.
Mais jamais il ne faut s'installer dans l'illusion qu'un jour ça va être facile. Ça ne sera jamais facile. La vie est un combat. Et dans ce combat, il y a des hauts et des bas. Il y a des joies et des peines. Mais il faut savoir que la vie, elle, est un combat. Quand tu ne combats plus, tu ne vis plus. Tu sous-vis, tu survis, tu dévis. Quand tu te rends compte que dans ta vie, tu n'as aucun obstacle, il faut savoir que tu as dévié et que tu es en train d'être guidé par des forces ténébreuses. Quand tu as affaire au mal, le mal se dresse contre toi, le mal se dresse en toi, tu luttes. Et c'est en triomphant, en dominant le mal, que tu progresses. Mais quand tu ne vois pas d'obstacle, quand il n'y a rien qui s'oppose à ce que tu fais, sache que tu as choisi un chemin de facilité et que tu vas en réalité vers un malheur immaîtrisé, de plus grande taille. Donc, ne soyez pas pressés. Oh, on l'a condamné à de la prison. Attendez, quand ce serait le cas, on vous le dira. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de fabriquer. Faites pas comme Ouattara Draman. Ah non, 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 non. Non, 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 ce Macron, je ne peux pas le comprendre. Hein. Il n'est pas ferme avec ces gens-là. Ces panafricains, là. Il devrait les punir tous, hein, sans pitié. Ce Franklin Yamsi, je lui fous une perpétuité. Ah non, 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 si, de toutes les façons, je lui fous même pas une perpétuité, je rétablis la peine de mort. D'ailleurs, il sera mort avant que je rétablisse la peine de mort. Ce voyou-là. Ça, c'est Ouattara. Et c'est comme ça que ses partisans parlent. Et tous les petits démons qui sont nourris par le néocolonialisme français et qui empuantissent les réseaux sociaux africains, c'est comme ça qu'ils pensent. Ils ne savent avoir raison qu'en tuant les autres. Et ils n'ont jamais raison dans un duel d'argument à argument, vis-à-vis. Ce sont des lâches. Ce sont des lâches. Des ennemis de l'Afrique sont souvent des gens profondément lâches. Profondément lâches. Bon, voilà. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.